Le camp d'Auschwitz était le plus grand complexe concentrationnaire et d'extermination du Troisième Reich, situé en Pologne, occupé par les nazis. Il était composé de 3 camps principaux, Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau et Auschwitz III Monowitz, ainsi que de nombreux sous-camps. Plus d'1 million de personnes, principalement des juifs, mais aussi des tziganes, des prisonniers de guerre, des opposants politiques et des handicapés, ont été tués par les SS, soit dans les chambres à gaz, soit par des exécutions, des maladies, des malnutritions ou des expériences médicales. Un lieu qui incarne toute l'horreur et la tragédie de l'Holocauste. Retour donc sur ce chapitre sombre de l'humanité, en explorant les conditions de vie insoutenables des détenus, soumis aux tortures infligées par leurs geôliers nazis, notamment Irma Grise, appelée plus communément la hyène d'Auschwitz. Également, nous évoquerons les expériences médicales abominables menées par le docteur Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort. Enfin, nous verrons de nos jours ce qu'il reste du camp d'Auschwitz dans la mémoire collective. Au final, un devoir de mémoire que nous devons tous assumer pour que de tels événements ne se reproduisent jamais. Bon visionnage. La création et la construction du camp d'Auschwitz, le plus grand des camps de concentration et d'extermination nazis, sont des événements marquants de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Situé près de la ville polonaise d'Oświęcim, rebaptisé Auschwitz par les nazis, le camp a été initialement conçu pour détenir des prisonniers politiques polonais après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. Le camp principal, Auschwitz I, a été établi dans une ancienne caserne de l'armée polonaise. Le premier groupe de détenus composé de prisonniers politiques polonais est arrivé en juin 1940. Ces premiers prisonniers étaient chargés de la construction initiale du camp qui comprenait la conversion des bâtiments existants et l'érection de nouvelles structures pour accueillir un nombre croissant de détenus. Avec l'escalade de la politique d'extermination nazie, connue sous le nom de solution finale, Auschwitz a été étendu pour inclure Auschwitz II Birkenau, un camp d'extermination massif construit pour la mise à mort systématique des Juifs et d'autres groupes. Les plans originaux prévoyaient que les prisonniers de guerre soviétiques, qui étaient amenés en grand nombre, construisent eux-mêmes le camp. En octobre 1941, 10 000 prisonniers de guerre soviétiques ont été amenés à Nehammer, maintenant Wilteschow, et probablement aussi de Lambsdorff à cette fin. Les prisonniers étaient logés dans des blocs séparés et clôturés dans le camp principal d'Auschwitz et étaient conduits chaque jour sur le site de construction dans le village de Brzezinka, soit Birkenau, dont les habitants polonais avaient été expulsés et les maisons démolies en avril 1941. Le secteur B1, le premier des 4 segments prévus de Birkenau, a été construit sur le site du village de Brzezinka pendant l'hiver 1941-1942 et au cours du reste de l'année 1942. Le camp de Birkenau était divisé en plusieurs secteurs, chacun entouré de clôtures électrifiées et de tours de garde. Un embranchement ferroviaire à 3 voies et une rampe de déchargement ont été mis en service en mai 1944. Les Allemands ont réussi à construire environ 300 baraquements pour le logement, l'administration et l'infrastructure, ainsi que des fossés de drainage, des clôtures de barbelés et des routes dans une zone d'environ 140 hectares à Birkenau. 2 chambres à gaz provisoires, connues sous le nom de Bunker 1 et 2, ont été mises en service à côté du site de construction de Birkenau en 1942, lorsque le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, a été chargé de mener à bien une partie de la campagne d'extermination des Juifs. Ces bunkers étaient des fermes adaptées qui appartenaient auparavant aux Polonais expulsés. Aujourd'hui, Auschwitz est un mémorial et un musée préservant la mémoire des horreurs commises et servant de rappel solennel de la nécessité de se souvenir et d'apprendre des leçons de l'histoire. L'un de ces rappels, qui frappe encore les esprits, est la fameuse inscription « Arbeit macht frei », en français « Le travail rend libre », qui était gravée à l'entrée du camp de concentration d'Auschwitz et qui accueille encore de nos jours les visiteurs. Cette phrase, en apparence anodine, dissimulait en réalité l'horreur qui se cachait derrière les barbelés et les miradors. L'expression trouve ses racines dans des écrits antérieurs, notamment ceux de Søren Kierkegaard et du philosophe allemand Lorenz Diefenbach. Elle a été adoptée dans les années 1920 par le gouvernement de Weimar pour promouvoir sa politique de travaux publics visant à mettre fin au chômage. Cependant,
C'est son utilisation ultérieure à l'entrée des camps de concentration nazis qui lui a donné une sinistre notoriété. Les historiens soulignent effectivement le cynisme de ce slogan. Derrière cette apparence d'émancipation par le travail se cachait en réalité un instrument de soumission, d'exploitation, d'humiliation et d'assassinat de masse. Le travail forcé dans les camps était une forme de torture physique et psychologique, où la liberté était bien évidemment une illusion cruelle. La vie quotidienne dans le camp d'Auschwitz était une lutte constante contre la déshumanisation et la survie. Les prisonniers soumis à un régime strict et brutal étaient forcés de travailler dans des conditions épouvantables, tandis que les moments de repos étaient rares et toujours sous haute surveillance. Les prisonniers étaient réveillés tôt le matin par le son d'un gong et devaient rapidement ranger leur quartier avant de se laver et de boire une boisson chaude. Ils étaient ensuite comptés lors de l'appel, un processus souvent long et pénible, particulièrement par mauvais temps. Après l'appel, ils étaient répartis en détails de travail et marchaient vers leur lieu de travail, souvent accompagnés par la musique de l'orchestre du camp. Les travaux étaient variés, allant de la construction à l'agriculture, en passant par le travail industriel, souvent pour des entreprises allemandes comme IG Farben, l'une des plus grandes entreprises chimiques et pharmaceutiques de l'époque. Cette dernière a en effet utilisé la main-d'œuvre forcée des camps de concentration pour produire des produits chimiques, des médicaments ainsi que toutes sortes de matières premières. À signaler que IG Farben était également impliqué dans la construction du gaz Zyklon B, utilisé justement dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Elle n'était pas la seule à recourir à ces pratiques. Des entreprises à l'instar de Krupp, Siemens ou bien Continental faisaient la même chose dans leurs domaines respectifs. Au final, une exploitation inhumaine des détenus, puisque la journée de travail minimale était de 11 heures, prolongée en été et raccourcie en hiver. Les prisonniers avaient une pause pour le repas de midi, généralement une soupe aqueuse, et retournaient au camp avant la tombée de la nuit. Le soir, ils recevaient un morceau de pain avec un peu de margarine ou de saucisse, puis avaient un peu de temps libre pour se laver, recevoir du courrier ou visiter des connaissances dans d'autres blocs. Les dimanches et jours fériés, les prisonniers ne travaillaient pas et pouvaient s'occuper de leurs affaires personnelles. Ils avaient la possibilité d'assister à des concerts de l'orchestre du camp et toutes les 2 semaines d'envoyer des lettres à leur famille. Cependant, ces activités étaient strictement contrôlées et limitées. Malgré les conditions extrêmes, les prisonniers formaient parfois des liens d'amitié et des groupes soudés, partageant la nourriture et se soutenant mutuellement. Ces relations étaient essentielles pour maintenir un semblant de normalité et d'humanité. La nuit, les prisonniers dormaient dans des baraquements surpeuplés, souvent sur des lits superposés en bois, avec de la paille ou des chiffons pour matelas. Les conditions d'hygiène étaient déplorables, avec des installations sanitaires insuffisantes et une propagation rapide des maladies. La propreté était difficile à maintenir, les prisonniers avaient accès à des latrines et à des lavabos communs, mais l'eau était rare et les conditions favorisaient la propagation des maladies. Les épidémies de typhus et d'autres maladies infectieuses étaient courantes et mortelles. La vie à Auschwitz était une existence de privation, de travail épuisant et de lutte constante pour la survie. Les récits des survivants et les recherches historiques continuent de révéler en détail de cette vie quotidienne, offrant des leçons précieuses pour l'avenir. Dans l'enfer d'Auschwitz, les prisonniers ont développé diverses stratégies de survie pour faire face à l'horreur quotidienne. Ces méthodes étaient souvent le fruit de l'ingéniosité humaine et de la volonté de maintenir un semblant d'humanité dans un environnement conçu pour l'éradiquer. Le troc était une pratique courante parmi les prisonniers. Dans un monde où la monnaie n'avait plus de valeur, les biens tels que le pain, le tabac ou les vêtements devenaient des devises d'échange. Un morceau de pain pouvait être échangé contre une protection, un service ou même une information vitale. Ce système de troc permettait non seulement de survivre, mais aussi de créer des liens entre les détenus. La camaraderie était essentielle pour la survie mentale et émotionnelle. Les prisonniers partageaient souvent leur nourriture et leurs ressources malgré leur propre faim. Ils se soutenaient mutuellement lors des appels interminables et des travaux forcés. Cette solidarité
était un acte de résistance et un moyen de préserver leur dignité. Les prisonniers utilisaient également le sabotage comme moyen de résistance. Par exemple, dans le détail du travail, connu sous le nom de Canada Commando, où les prisonniers triaient les possessions des nouveaux arrivants, les hommes et les femmes sabotaient différemment les articles destinés à être envoyés en Allemagne. Les hommes déchiraient les doublures des manteaux, tandis que les femmes cousaient des messages ou des objets à l'intérieur, rendant les vêtements inutilisables ou porteurs de vérités cachées. L'orchestre du camp, bien que créé pour des raisons de propagande nazie, offrait parfois un répit psychologique aux prisonniers. La musique, bien que jouée dans des circonstances tragiques, permettait aux détenus de s'évader momentanément de la réalité du camp. Pour éviter la sélection pour les chambres à gaz ou le travail jusqu'à la mort, les prisonniers utilisaient des astuces pour paraître en meilleure santé. Ils utilisaient parfois du jus de betterave ou leur propre sang pour donner à leurs joues un ton rosé, signe de bonne santé. Ces méthodes de survie témoignent de la résilience et de l'ingéniosité humaine face à une adversité extrême. Elles illustrent la capacité des prisonniers à trouver de l'espoir et de la solidarité, même dans les moments les plus sombres de l'histoire humaine. Ces récits de survie sont des rappels poignants de la force de l'esprit humain et de la nécessité de se souvenir des leçons du passé pour prévenir de futures atrocités. Joseph Mengele, surnommé l'Ange de la Mort, est une figure tristement célèbre de l'Holocauste, connu pour ses expériences médicales inhumaines menées principalement dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Mengele était un SS, Sturmführer et médecin titulaire d'un doctorat en anthropologie et en médecine. À Auschwitz, Mengele a mené des recherches sur les jumeaux et la pathologie du nanisme, en coopération étroite avec l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, de génétique et d'eugénisme de Berlin-Dahlem. Il s'intéressait également aux personnes présentant une hétérochromie iridienne, c'est-à-dire une différence de couleur entre les iris. Les expériences de Mengele étaient variées et souvent macabres. Il a notamment injecté des colorants dans les yeux des enfants, affamé des bébés pour voir combien de temps ils pouvaient survivre sans nourriture, et cousu des jumeaux ensemble pour étudier justement des cas de jumeaux siamois. Les jumeaux étaient en effet particulièrement visés par ces expériences. Après avoir subi une série d'examens médicaux approfondis, ils étaient souvent tués par injection létale de phénol directement dans le cœur afin de permettre des autopsies et des analyses comparatives de leurs organes. Les expériences de Mengele n'étaient pas isolées mais faisaient partie d'un programme plus large de recherche médicale nazie qui comprenait des expériences sur la survie du personnel militaire, le test de médicaments et le traitement et l'avancement des objectifs raciaux et idéologiques nazis. Ces expériences étaient menées sans le consentement des prisonniers et dans des conditions inhumaines, ce qui a conduit la communauté scientifique moderne à rejeter massivement l'utilisation des résultats obtenus dans les camps. Après la guerre, Mengele a fui en Amérique du Sud et malgré sa notoriété en tant que criminel de guerre nazi, il a réussi à échapper à la capture jusqu'à sa mort en 1979. Ces expériences restent un témoignage horrifiant de l'abus de la science à des fins de cruauté et de génocide, et elles soulignent l'importance de l'éthique médicale et du respect des droits humains dans la recherche. L'économie du travail forcé, dans le camp d'Auschwitz, était un élément central de l'effort de guerre nazi et un exemple tragique de l'exploitation humaine à une échelle industrielle. Auschwitz, plus qu'un simple camp de concentration, était un complexe où le travail forcé était systématiquement organisé pour soutenir l'industrie de guerre allemande. Le camp d'Auschwitz, avec son réseau de plus de 40 camps satellites, était un centre industriel majeur. Les prisonniers étaient employés dans des conditions inhumaines, travaillant de longues heures pour des entreprises allemandes qui profitaient de cette main-d'œuvre bon marché. Parmi ces entreprises, comme dit précédemment, IG Farben était la plus notoire, ayant construit une usine gigantesque à proximité du camp pour produire du caoutchouc ou bien du carburant synthétique. Les prisonniers étaient donc soumis à des conditions de travail épouvantables, avec également des insuffisances de nourriture, d'équipements, de médecine et de vêtements, tout en étant forcés de travailler de longues heures. La santé des prisonniers n'était bien évidemment pas prise en compte, ils étaient vus comme jetables et pouvaient toujours être remplacés par d'autres. Cette indifférence totale à la santé des prisonniers
a conduit à des taux de mortalité extrêmement élevés parmi les travailleurs forcés. La main-d'œuvre forcée n'était pas limitée aux camps de concentration. Entre 10 et 13 millions de femmes et d'hommes ont été déportés de leur pays d'origine pour travailler dans différents sites à travers l'Allemagne entre 1941 et 1945. Cela montre l'ampleur de l'exploitation du travail forcé par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. L'économie du travail forcé à Auschwitz était donc un système bien huilé, conçu pour maximiser la production au détriment de la vie humaine. Les profits générés par le travail des prisonniers étaient considérables, mais le coût humain était lui incommensurable. Les récits des survivants et les recherches historiques continuent de révéler l'ampleur de cette exploitation et de ses conséquences dévastatrices. La faim et la famine étaient des aspects dévastateurs de la vie quotidienne dans le camp d'Auschwitz, utilisés délibérément par les nazis comme outil de torture et de contrôle. Les rations alimentaires fournies aux prisonniers étaient cruellement insuffisantes et de qualité médiocre, contribuant à un état de malnutrition chronique et à une faiblesse généralisée. Les prisonniers recevaient généralement une boisson chaude le matin, ressemblant vaguement à du café ou du thé. À midi, on leur servait une soupe aqueuse, souvent avec quelques morceaux de légumes pourris ou de viande avariée. Le soir, ils avaient droit à un petit morceau de pain, parfois accompagné d'une fine tranche de margarine. Ces conditions étaient bien évidemment très loin d'être suffisantes pour maintenir la santé et la force de travail des détenus. Malgré la faim constante, les prisonniers étaient forcés de travailler de longues heures dans des conditions extrêmes. Beaucoup trouvaient la force de continuer à travailler grâce à la volonté de survie, à la peur des punitions brutales et à l'espoir de libération. La camaraderie entre les prisonniers leur permettait également de partager le peu qu'ils avaient et de se soutenir mutuellement. Pour combattre la faim, certains prisonniers recouraient au troc, échangeaient des objets de valeur ou des services contre de la nourriture supplémentaire. D'autres volaient de la nourriture lorsqu'ils en avaient l'occasion, risquant des punitions sévères s'ils étaient pris. La solidarité entre les prisonniers était également un moyen de pallier à la faim, partageant et distribuant équitablement les rations maigres qu'ils recevaient. La famine a eu des conséquences dévastatrices sur la santé des prisonniers, entraînant des maladies, une faiblesse extrême et souvent la mort. Les conditions de vie inhumaines et le manque de nourriture ont également eu des effets psychologiques profonds, poussant certains au désespoir et à l'abandon, tandis que d'autres trouvaient des moyens de résister et de conserver un semblant d'espoir et d'humanité. La faim à Auschwitz n'était pas simplement le résultat de la pénurie, c'était une politique délibérée visant à affaiblir et à déshumaniser les prisonniers, faisant de la nourriture une arme aussi puissante que les armes traditionnelles de guerre. Les récits des survivants et les recherches historiques continuent de révéler l'ampleur de cette souffrance et de ces stratégies de survie, offrant des leçons précieuses pour l'avenir. Durant la Seconde Guerre mondiale, le camp d'Auschwitz était non seulement un lieu d'extermination massive, mais aussi un environnement où les punitions infligées aux prisonniers étaient d'une cruauté extrême et arbitraire. Les SS avaient mis en place un système de punition pour maintenir l'ordre et la terreur parmi les détenus. Les infractions les plus fréquemment punies comprenaient toutes les tentatives d'acquisition de nourriture supplémentaire, diverses formes de refus de travail ou de travail insatisfaisant, des actes tels que fumer ou se soulager à un moment inapproprié, porter des vêtements non réglementaires ou tenter de se suicider. Les punitions les plus courantes étaient les coups de fouet, la détention dans le bloc 11 du camp principal, la torture par suspension ou torture par pendaison, ou l'affectation à la compagnie pénale. Les prisonniers qui n'étaient plus capables de travailler ou qui refusaient de le faire étaient souvent soumis à des punitions sévères. Ils pouvaient donc être battus, torturés ou envoyés à la mort. La capacité de travailler était une question de survie à Auschwitz. Ainsi, ceux qui ne pouvaient plus travailler étaient souvent sélectionnés pour l'extermination. Tomber malade à Auschwitz pouvait être synonyme de condamnation à mort. Les prisonniers malades étaient fréquemment envoyés aux chambres à gaz s'ils étaient jugés incapables de récupérer rapidement. Les hôpitaux du camp, connus sous le nom de Revir, étaient souvent des lieux où les prisonniers étaient sélectionnés pour l'extermination plutôt que soignés. Les tentatives d'évasion étaient punies par la mort. Les prisonniers capturés après une tentative d'évasion étaient souvent exécutés publiquement comme avertissement aux autres détenus.
Les exécutions étaient généralement effectuées par fusillade, pendaison ou affamement. Les punitions à Auschwitz étaient un élément clé du système de terreur instauré par les nazis pour briser la volonté des prisonniers et empêcher toute forme de résistance. Elles reflètent la brutalité et l'inhumanité du régime nazi et restent un témoignage sombre de l'une des périodes les plus noires de l'histoire humaine. Le camp d'Auschwitz, symbole de l'horreur de l'Holocauste, fut le théâtre de souffrances indicibles, particulièrement pour les femmes. Leur sort marqué par la brutalité et la déshumanisation est un témoignage poignant de la capacité humaine à endurer et à résister dans les circonstances les plus désespérées. Les femmes à Auschwitz étaient soumises au même travail physique épuisant que les hommes et subissaient une terreur psychologique constante. Elles utilisaient différentes stratégies de survie et de sabotage, souvent en réponse à la captivité nazie. Par exemple, comme dit précédemment, certaines femmes du Canada Commando, chargées de trier les possessions des détenus, inséraient des notes dans les poches des vêtements destinés aux Allemands, en quelque sorte un acte de sabotage psychologique. Les enfants juifs déportés, avec leurs familles à Auschwitz, étaient quant à eux majoritairement envoyés aux chambres à gaz après sélection. Cependant, il y avait des exceptions, comme dans le camp familial de Birkenau, où les enfants restaient avec leurs parents jusqu'à la liquidation du camp en juillet 1944. Les enfants roms restaient également avec leurs parents dans le soi-disant Ziegenlager, également connu sous le nom de Familienlager, camp familial tzigane. Le terme Ziegener désignant les Roms et les Sinti, deux groupes ethniques persécutés par les nazis. Une persécution dans laquelle les surveillantes d'Auschwitz jouaient un rôle crucial dans l'application de la terreur quotidienne. Ces femmes, souvent recrutées parmi les rangs des SS et formées dans des camps comme Ravensbrück, étaient en effet chargées de maintenir l'ordre et d'infliger des punitions. Des punitions bien souvent arbitraires et cruelles. Les infractions pouvaient inclure des tentatives d'acquisition de nourriture supplémentaire, une productivité au travail trop faible, ou même le simple fait de porter des vêtements non réglementaires. Les punitions les plus fréquentes comprenaient les flagellations, la mise au poteau ou l'affectation à la compagnie pénale. Parmi les surveillantes les plus notoires, citons Irma Gries, surnommée indifféremment la hyène d'Auschwitz, à cause de son comportement particulièrement cruel et pervers à l'égard des prisonniers. Elle participait également aux sélections pour les chambres à gaz, surtout si elle estimait ces personnes plus jolies qu'elle et entretenait de plus des relations sexuelles avec divers gradés SS, dont Joseph Mengele ou bien le commandant du camp, Joseph Kramer. D'après le témoignage de Gisela Perle, médecin juif qui a travaillé dans l'hôpital d'Auschwitz-Birkenau, Irma Gries avait pris l'habitude de couper les seins des détenus afin qu'elles développent des infections. Également, elle aurait inventé une méthode de torture qui consistait à attendre qu'une détenue enceinte soit sur le point d'accoucher pour lui lier les jambes entre elles et assister ainsi à l'agonie du bébé. Autre surveillante, Maria Bandel, surnommée la bête féroce ou bien la bête d'Auschwitz, a été déclarée responsable de la mort de plus de 500 000 détenus, prenant plaisir à participer aux sélections pour les chambres à gaz, notamment celle des enfants. Annelies Coleman, une autre surveillante, qui a sévi quant à elle dans le camp SS de Bergen-Belsen, était également connue pour battre cruellement les prisonnières pour les infractions les plus mineures, mais aussi d'abuser sexuellement de nombre d'entre elles. Peu après la libération, elle sera arrêtée après avoir été identifiée par ses anciennes victimes alors qu'elle tentait de se fondre dans la masse de rescapés en portant des vêtements de prisonniers. Jugée et reconnue coupable de crimes de guerre, elle n'a pourtant purgé que 2 ans de prison pour ses actes, contrairement aux 2 précédentes qui ont été exécutées. Dans les premières années du camp, les enfants nés étaient mis à mort sans être enregistrés dans les archives du camp. À partir de mi-1943, les nouveau-nés non-juifs étaient autorisés à vivre et étaient enregistrés et tatoués avec des numéros de camp. Les enfants nés de mères juives étaient assassinés jusqu'à la fin d'octobre 1944, lorsque la SS a arrêté le massacre massif des Juifs. L'histoire des femmes à Auschwitz est celle d'une lutte acharnée pour la dignité et la survie face à une machine de mort implacable. L'histoire d'Auschwitz, le plus infâme des camps de concentration nazis, est marquée par les récits de souffrance et de survie de nombreuses personnalités. Parmi elles,
Anne Frank et Elie Wiesel se distinguent par leurs histoires poignantes et leur héritage littéraire. Anne Frank, dont le journal intime a ému le monde entier, fut déportée à Auschwitz en 1944. Elle et sa sœur Margot furent ensuite transférées au camp de Bergen-Belsen, où elles périrent du typhus en février ou mars 1945. La mort d'Anne Frank, juste avant la libération des camps, reste l'un des témoignages les plus tragiques de l'innocence perdue durant l'Holocauste. Elie Wiesel, survivant d'Auschwitz et lauréat du prix Nobel de la paix, a raconté son expérience dans son œuvre « La nuit ». Wiesel et son père furent déportés à Auschwitz en 1944. Malgré les conditions inhumaines, Wiesel survécut et fut libéré de Buchenwald en 1945 par les troupes alliées. Sa survie et son travail littéraire ont contribué à sensibiliser le monde entier à l'horreur de l'Holocauste. Parmi les autres détenus célèbres, on compte Primo Levi, chimiste italien et écrivain, qui survécut à Auschwitz et documenta ses expériences dans plusieurs livres, dont « Si c'est un homme ». Viktor Frankl, psychiatre autrichien, utilisa son vécu à Auschwitz pour développer la logothérapie, une forme de psychothérapie axée sur la recherche de sens. La liste des victimes et des survivants d'Auschwitz comprend également des athlètes, des artistes et des intellectuels de renom. La mémoire collective de ces personnalités et de millions d'autres anonymes continue d'influencer notre compréhension de l'Holocauste et de ses leçons pour l'humanité. Leur héritage perdure à travers les récits de leur vie, leurs souffrances et pour certains, leur survie miraculeuse face à l'une des plus grandes atrocités de l'histoire humaine. Dans les ténèbres d'Auschwitz, des actes de courage et de résistance ont émergé comme des lueurs d'humanité face à l'horreur. Ces actes héroïques, souvent méconnus, témoignent de la bravoure des prisonniers face à l'oppression nazie. L'un des actes de résistance les plus extraordinaires fut celui de Witold Pilecki, un officier de l'armée polonaise et membre de la résistance qui s'est volontairement fait arrêter et déporté à Auschwitz. Son but était de monter une organisation clandestine à l'intérieur du camp et d'informer le monde extérieur sur les horreurs qui s'y déroulaient. Pilecki a organisé un réseau de résistance, a rédigé des rapports détaillés et a même tenté de préparer une insurrection. Après près de 3 ans, il s'est finalement évadé du camp, continuant à lutter contre l'occupation nazie. Le 7 octobre 1944, un groupe de prisonniers juifs, connu sous le nom de Sonderkommando, chargés de la macabre tâche de traiter les corps des victimes des chambres à gaz, se sont révoltés. Ils ont attaqué leur gardien SS, détruit l'un des crématoriums et tenté de s'évader. Bien que la plupart aient été capturés et tués, leur acte de rébellion reste l'un des plus audacieux et désespérés du camp. La contrebande était également une forme de résistance quotidienne. Les prisonniers risquaient ainsi leur vie pour passer des messages, de la nourriture, des médicaments ou même des photographies hors du camp. Ces actes de défiance, bien que moins spectaculaires que les soulèvements, ont permis de maintenir un lien vital avec le monde extérieur et de sauver des vies. Il y a eu de nombreux autres actes de résistance et de défis dans le camp. Les prisonniers ont ainsi saboté l'équipement, caché des enfants et aidé leurs camarades de détention de toutes les manières possibles. Chaque acte, grand ou petit, était au final une victoire contre la déshumanisation et la terreur imposée par les nazis. Ces histoires de courage et de résistance à Auschwitz ne sont pas seulement des récits du passé. Elles continuent d'inspirer et de nous rappeler l'importance de lutter contre l'oppression et de défendre la dignité humaine à tout prix. La libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge le 27 janvier 1945 est un événement marquant de la fin de la Seconde Guerre mondiale et un moment clé dans la mémoire de l'Holocauste. Les soldats soviétiques furent en effet confrontés à une scène déchirante en libérant Auschwitz, celle d'environ 7000 survivants, émaciés et dans un état de santé déplorable. Ils découvrirent ainsi des détenus tatoués à vie, certains à peine vivants, témoins silencieux des atrocités commises dans le camp. Les prisonniers, quant à eux, ont réagi avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. Beaucoup étaient trop faibles pour exprimer leur joie, tandis que d'autres accueillaient les soldats avec des larmes et des cris de bonheur, réalisant à peine que leur calvaire était terminé. À noter qu'après la libération, beaucoup de geôliers allemands ont tenté de fuir. Certains ont été capturés et jugés pour leurs crimes lors des procès de Nuremberg et d'autres procès ultérieurs.
D'autres ont réussi à échapper à la justice et ont vécu dans l'anonymat. Il faut préciser que juste avant la libération, les nazis avaient tenté d'effacer les traces de leurs crimes en brûlant des documents et en assassinant des témoins oculaires. Malgré cela, une commission spéciale soviétique a pu retrouver et réunir un important volume de documents épargnés après la libération, fournissant des preuves cruciales des atrocités commises. La libération d'Auschwitz n'a pas seulement mis fin aux souffrances des détenus, mais a également révélé au monde l'ampleur de l'horreur de l'Holocauste, soulignant l'importance de se souvenir et de tirer des leçons de ces événements tragiques pour les générations futures. Le 27 janvier, date de la libération, est désormais commémorée comme la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Le camp d'Auschwitz, symbole par excellence de la barbarie de l'Holocauste, incarne aujourd'hui un devoir de mémoire impératif pour l'humanité. Ce lieu, où plus d'1 million de personnes ont été systématiquement exterminées, est devenu un rappel solennel des dangers de la haine et de l'intolérance. La mémoire d'Auschwitz est essentielle pour comprendre les conséquences extrêmes du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie. Elle sert d'avertissement contre les idéologies qui déshumanisent certains groupes en fonction de leurs origines, de leur religion ou de leur identité. Le souvenir d'Auschwitz nous enseigne l'importance de la vigilance et de l'action contre les injustices pour prévenir de futures atrocités. Et pour cause, dans l'imagerie collective, Auschwitz représente l'apogée de la cruauté et de l'inhumanité. Les images des baraquements, des voies ferrées menant aux chambres à gaz et des piles de chaussures et de cheveux des victimes sont gravées dans la conscience mondiale comme des témoignages de ce que l'homme est capable d'infliger à son semblable. L'éducation sur l'Holocauste et la transmission des témoignages des survivants sont cruciales pour maintenir la mémoire d'Auschwitz vivante. Cela permet de sensibiliser les nouvelles générations aux dangers de l'oubli et de l'indifférence face aux signes avant-coureurs de génocide. La journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, le 27 janvier, coïncide donc justement avec la date de la libération d'Auschwitz. C'est une occasion de réfléchir sur les leçons du passé et de renouveler notre engagement envers un avenir où de telles horreurs ne se reproduiront plus. En somme, le souvenir d'Auschwitz est un appel à l'action pour défendre les valeurs de tolérance, de respect et de dignité humaine. C'est un engagement à ne jamais oublier les victimes et à lutter contre la répétition de l'histoire. Au final, un symbole puissant de ce qui arrive lorsque nous échouons à protéger ces valeurs fondamentales. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu, malgré ce sujet sensible, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec vos amis et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. A très bientôt ou à tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.